Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on est donc sur de la physiopathologie et nous allons parler des nutritions. Donc, à l'ordre du jour, 3 grandes parties. Une première partie où on va introduire un petit peu le sujet avec éventuellement quelques définitions. Ensuite, les types de dénutrition. On va avoir 2 types majeurs de dénutrition. On va les approfondir un petit peu. Et ensuite, on verra bien évidemment la prise en charge, là où nous, en tant que diète, on va pouvoir avoir un impact. Donc, l'introduction. La dénutrition se définit comme un déficit quantitatif d'apport nutritionnel. La dénutrition peut avoir de multiples conséquences. On pense notamment à une influence négative sur l'évolution des maladies. Donc s'il y a des maladies qui sont déjà présentes et une dénutrition qui vient s'ajouter dessus, ou alors ça peut aussi être une conséquence supplémentaire d'une ou plusieurs pathologies. Il y a un risque de décès notamment chez les personnes âgées, mais à savoir que c'est l'une des causes principales de décès dans les pays en voie de développement. Donc dans ce cas-là, on n'est pas du tout sur des personnes âgées, on peut être aussi sur des très jeunes enfants. Le traitement qu'on va pouvoir proposer, c'est de corriger l'état nutritionnel et éventuellement la maladie en cours. Au niveau des types de dénutrition qu'il existe, le premier type qu'on va aborder, c'est la dénutrition par hypermétabolisme. Donc toutes les pathologies impactent le métabolisme de diverses façons, mais en tout cas, c'est que pour cicatriser, l'organisme a besoin d'augmenter ses besoins en énergie. Donc on peut citer par exemple comme exemple de pathologies qui vont impacter le métabolisme, notamment sur le long terme. On a les brûlures, les polytraumatismes, les interventions chirurgicales. Donc ça va modifier notre métabolisme pour répondre à l'agression. Et donc sur de la longue durée, ça peut mener à un état de dénutrition. On va donc parler des deux phases de cette dénutrition par hypermétabolisme. On a une première phase qui peut être nommée Ebb phase, mais j'ai envie de vous dire le nom, peu importe à la limite. Ça dure quelques heures à quelques jours, donc c'est post-traumatique, c'est juste après l'événement en question. Donc dans le corps au niveau métabolique, on va dire, sont affaiblis la production d'énergie. Voilà pourquoi les patients sont extrêmement fatigués juste après. On a le métabolisme qui est affaibli aussi, une température corporelle qui est relativement basse, en tout cas qui est plus faible qu'habituellement, une consommation d'oxygène qui est elle aussi diminuée et un débit cardiaque diminué. Et on a chez les patients épuisés avant cette phase, des patients déjà épuisés, cette phase peut conduire à la mort chez ces patients-là. Ensuite, la deuxième phase, donc la flow phase, ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est une phase qui est vraiment longue. Et le corps, il va donner toute son énergie pour guérir. Tous les substrats qu'il va avoir vont être à destination de la cicatrisation et de la guérison. Donc sont augmentés le métabolisme, donc de fait la dépense énergétique aussi, et les besoins en énergie en tout cas, et les adaptations de l'organisme en tout genre pour lutter contre les agressions. On va les voir juste après, les adaptations. Donc voilà au niveau des adaptations pour cette deuxième phase. Donc si on parle d'abord des glucides, on a une élévation simultanée de l'insuline et de ses hormones antagonistes, donc telles que le glucagon, le cortisol et les catécholamines. On a aussi une élévation de la glycémie parce qu'il y a une production qui est endogène. Et on a donc un état d'insulino-résistance qui va se mettre en place. Et en fait, c'est une réaction de l'organisme. Le corps est très bien fait. C'est une réaction de l'organisme afin de diminuer l'utilisation de glucose par les tissus très consommateurs, comme les muscles ou les tissus adipeux, au profit de la réponse inflammatoire et de la cicatrisation. Ensuite, au niveau des lipides, on a une augmentation de l'oxydation des lipides et du taux de triglycérides plasmatiques, et les corps cétoniques sont quant à eux diminués. C'est pour ça qu'on a une perte de poids potentielle à ce moment-là, notamment due à l'augmentation de l'oxydation des lipides. Au niveau des protéines, on a une perte azotée urinaire importante car les protéines sont redistribuées vers les lieux de cicatrisation. On est toujours dans cette idée qu'en gros, le chantier actuel dans l'organisme, c'est le lieu de l'infection, le lieu à cicatriser. Donc toutes ces ressources, ils les envoient là-bas. Et donc on a un renouvellement protéique qui est augmenté. Par contre, on a une augmentation du catabolisme musculaire.
Maintenant qu'on a vu ce premier type de dénutrition, on va passer au deuxième type, donc la dénutrition par carence d'apport, qui est aussi appelée le marasme. Donc en fait, le marasme, c'est les conséquences et adaptations physiologiques du jeûne. Donc on a 4 phases successives. Vous allez voir qu'il y a une phase qu'on connaît telle que le jeûne nocturne et des phases, globalement, je vous souhaite de jamais y aller. Et donc ces phases s'installent progressivement après chaque repas en attendant la prochaine prise alimentaire. C'est pour ça que je vous disais la dernière phase, je vous souhaite de ne pas y aller parce que normalement vous aurez fait une prise alimentaire entre-temps. Donc la première phase, c'est en fait ce qu'on appelle le jeûne immédiat. C'est un jeûne qui est relativement court, on est sur 12 à 14 heures de jeûne. C'est idem au jeûne nocturne, déjà à savoir que tous nos jeûnes nocturnes ne font pas tous 12 à 14 heures. Ça dépend de vos temps de sommeil aussi, mais globalement 12 à 14 heures, c'est pas pour tout le monde. Ce jeûne immédiat, donc au bout de 12 à 14 heures de jeûne, globalement on a une glycémie qui est élevée après le repas, ce qui engendre une sécrétion d'insuline. On a un rapport insuline sur glucagon qui est relativement élevé. Donc le substrat préférentiel, ça va être tout simplement les glucides des aliments dernièrement ingérés. Et l'utilisation des lipides est quant à elle inhibée dans la mesure où les adipocytes stockent les triglycérides dernièrement synthétisés. Là, globalement, on prend ce qui vient d'arriver dans notre corps. Vous avez mangé burger frites, on va prendre les lipides qui sont présents dans vos frites et les glucides qui sont présents dans vos frites et dans le pain de votre burger. On ne va pas aller chercher à puiser dans nos réserves. On a du substrat qui arrive tout neuf, tout frais, on va chercher à l'utiliser. Et des protéines sont créées, donc la protéolyse est diminuée. Ça, c'est une phase, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de l'introduction qui ne sert pas à grand chose. Par contre, si en épreuve, on vous demande quelles sont les 4 phases, vous savez que la première phase, c'est un jeûne immédiat et pensez à qu'est-ce que mon corps fait une fois que j'ai fini mon repas. La deuxième phase, qui est donc une phase de jeûne court, donc c'est une période qui est relativement courte, on est sur 14 heures à quelques jours. Quelques jours, on entend 2-3 jours, pas plus non plus. Et au bout de 16 heures de jeûne environ, vos réserves de glycogène sont considérées comme épuisées. Donc le substrat énergétique, ça va être de la néoglucogénèse. Donc à partir d'acides aminés issus de protéolyse des muscles, globalement, vous êtes en train de défoncer vos muscles pour faire de l'énergie. De ce fait, l'excrétion azotée va être importante puisque vous faites de la protéolyse musculaire. Le rapport insuline-glucagon à ce moment-là du jeûne, il est relativement faible. Donc le substrat préférentiel, ça va être des lipides oxydés. Les organes glucodépendants, comme le corps et le cerveau, vont quand même utiliser des glucoses. À ce stade-là, en tout cas du jeûne, vont pouvoir utiliser des glucoses. Donc ça va être une glycolyse anaérobie qui libère du lactate et qui va être recyclé dans le cycle de Cori afin d'obtenir du glucose et donc de se nourrir. Ensuite, on passe donc à la troisième phase, qui est le jeûne prolongé. Donc à partir de ce stade, on commence à parler de marasme. Donc c'est un jeûne qui dure plusieurs jours. On a une concentration en insuline, donc l'insulinémie qui est relativement faible. On a une oxydation des glucides et une synthèse protéique qui est quand même limitée, on va pas se mentir. Le substrat énergétique, il est mis en action au niveau du substrat énergétique, en fait, il y a une mise en action de la lipolyse. Donc la lipolyse va être activée et une libération de corps cétoniques. Les corps cétoniques, je vous le rappelle, ça va servir de substrat énergétique derrière. Donc notre substrat énergétique pour le cerveau, qui je vous le rappelle, est le glucose. Il est largement diminué, globalement il n'y en a plus. Donc il va utiliser les corps cétoniques et on a une diminution de l'excrétion de l'urée. Enfin, la dernière phase, qui est donc la cachexie. La cachexie, ça va être une période qui est relativement longue. C'est plusieurs semaines de jeûne. C'est la phase dont je vous prie de ne pas arriver, s'il vous plaît. Donc cette phase, c'est une phase qui est aussi appelée phase terminale dans certains cas. En tout cas, c'est plusieurs semaines de jeûne complet. On ne parle pas de jeûne intermittent, bien évidemment, mais je préfère le préciser. On a un épuisement des stocks de lipides, l'utilisation des protéines comme substrat énergétique. On a une diminution de la masse musculaire et de fait du système immunitaire. Rappelez-vous, la réponse immunitaire emploie des protéines, sachant que toutes nos protéines sont basculées comme utilisation de substrat énergétique. Forcément, la réponse immunitaire, là, elle a beaucoup moins de substrat.
Et donc les corps cétoniques et les lipides, eux, diminuent. Vous voyez qu'on est vraiment sur une phase de déclin, hein. L'urée augmente et à ce stade, la concentration en albumine diminue à son tour. Voilà pour ces deux types de dénutrition. On va donc maintenant parler de la prise en charge. Donc la prise en charge, un point qui est indispensable, c'est de faire de la prévention. Donc en général, quand on est sur la prise en charge, c'est un peu tard pour faire de la prévention. Mais une fois qu'un patient a souffert de dénutrition, il faut faire de la prévention. Il faut faire de l'éducation thérapeutique. Il faut expliquer à son patient par quoi il est passé. Et si on lui explique, on a des chances qu'il ne repasse pas par cette phase. Donc, travailler avec le patient sur le rapport à la nourriture. On va lutter contre les idées reçues en nutrition, les régimes et toutes ces choses-là. On va prôner une alimentation bien évidemment variée et équilibrée. Tout ça doit être fait de manière extrêmement progressive. Il ne faut pas oublier que c'est un patient qui généralement a été traumatisé, donc il faut y aller extrêmement progressivement et avec énormément de bienveillance. Dans le cas d'une hospitalisation, on va avoir, notre rôle, ça va être une correction des carences progressives, hein. Petit à petit, on va corriger. Une fourchette haute au niveau des apports protéiques. Donc on n'oublie pas qu'au lieu d'être sur 10 à 20% des apports en protéines, on va plutôt viser du 15-20%. Au niveau du régime, on va être sur du hypercalorique. On n'oublie pas qu'on est sur de la dénutrition, donc du hypercalorique progressif. Bien évidemment, on n'augmente pas de 50% ses apports actuels, on augmente de 10% plutôt. Et une utilisation potentielle de CNO, donc compléments nutritionnels oraux. Ça, ce sera de toute façon sur décision du médecin. Et vous, en tant que diète, vous n'êtes pas décisionnaire sur cette partie-là. Et dans les cas les plus graves, ou en tout cas les cas les plus atteints, on parlera de nutrition entérale. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas pour cette leçon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Je vous le rappelle, Diététique Student, c'est le média qui vous accompagne dans la réussite de votre formation en diététique et nutrition. Donc rejoignez toutes les plateformes pour avoir un maximum de contenu. Il y a un site internet, un compte Pinterest, une chaîne YouTube, un compte Instagram et un compte TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut tout le monde!